Faut-il adapter la fiscalité pour les femmes? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Enjeu Patrimoine. Nous avons le plaisir pour cela de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Marie-Pierre Rixain. Bonjour Marie-Pierre Rixain. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes députée Renaissance de l'Essonne et vous avez déposé une proposition de loi le 8 mars dernier à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi pour accélérer l'égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes. Derrière cette proposition de loi, il y a ce constat finalement que le cadre fiscal tel qu'il est conçu actuellement favoriserait peut-être un peu plus les hommes que les femmes. Il y a l'idée surtout de se dire que les femmes doivent être reconnues comme des sujets économiques à part entière. Et donc pour être reconnues comme des sujets économiques à part entière, elles doivent être également reconnues comme telles sur le plan fiscal. Or aujourd'hui, en effet, notre système fiscal français a été conçu à une époque, notamment dans les années 50, où le cadre familial classique était celui d'un couple où monsieur travaillait ou madame ne travaillait pas. Bien sûr. Et aujourd'hui, évidemment, la situation des femmes et des hommes, notamment sur le plan professionnel et donc économique, a évolué. Et donc, il faut adapter ce cadre fiscal à une nouvelle configuration de rapports économiques entre les femmes et les hommes. Avec un constat toujours quand même que 75% des femmes en couple hétérosexuel gagnent moins que leur conjoint. Ça, c'est toujours le cas avec des écarts qui sont toujours assez conséquents puisqu'on constate un écart moyen de 42%. Donc, ce qui fait que le sujet derrière ce constat-là, c'est le fait d'aborder le couple comme une seule unité d'un point de vue fiscal plutôt que deux individus séparés. Ça contribue finalement à créer des inégalités entre les hommes et les femmes au sein du couple. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez, pour ceux notamment et celles qui vivent en couple et notamment qui sont mariés ou pacsés, il n'y a qu'une seule déclaration de revenus sur l'impôt. Donc ça signifie que le calcul de l'impôt est conjugalisé, il est réalisé à l'échelle du couple. Bien sûr. Or, les uns et les autres ne contribuent pas forcément de la même manière à l'économie du couple. Et pour autant, lorsque le taux de prélèvement que l'on a chacun et chacune tous les mois sur nos feuilles de salaire est conjugalisé, et le même pour l'homme et pour la femme, alors même qu'ils ne sont pas rémunérés de la même manière, il y a une contribution à l'impôt qui est donc inégalitaire, puisque, en effet, dans 78% des cas, c'est madame qui a souvent une rémunération qui est moindre, et pour autant, qui tous les mois paie la même proportion d'impôts que son conjoint qui est mieux rémunéré. Ce qui apparaît finalement comme une bonne idée au niveau du couple en se disant si on mutualise, on va peut-être payer un petit peu moins d'impôts. Au niveau individuel, finalement, ça crée très clairement un gagnant et une perdante, c'est ce que vous dites. Alors, il y a plusieurs niveaux de réflexion. Celui que j'engage aujourd'hui n'est pas de savoir comment on calcule l'impôt. C'est-à-dire que je le dis là vraiment pour tout le monde, pour que ce soit très clair, le calcul de l'impôt sera le même. C'est-à-dire que la somme d'impôts due par le couple tous les ans sera la même, que le taux de prélèvement soit individualisé ou conjugalisé. D'accord, je comprends. Ce qui va changer en revanche, c'est la contribution des uns et des autres à cet impôt qui est payé par le couple. Aujourd'hui, lorsque le taux est conjugalisé, monsieur et madame paient le même pourcentage. Bien sûr. Si c'est individualisé, madame et monsieur paieront un pourcentage qui sera proportionnel à leurs revenus. À la contribution, finalement. À la contribution, absolument. Et ce que vous souhaitez dans cette proposition de loi sur ce sujet-là, c'est qu'on soit finalement au taux individualisé par défaut plutôt qu'au taux unique d'imposition qui est pratiqué aujourd'hui. Sachant que chacun pourra cocher la case de la conjugalisation de l'impôt si le couple le souhaite. Mais ça permet en tout cas de fait à des femmes qui parfois ne regardent pas véritablement la feuille d'impôt ou qui ne savent pas très bien comment ça fonctionne, de faire en sorte que tous les mois, elles paient bien l'impôt, la part de l'impôt qu'elles doivent régler à l'intérieur du couple. Voilà. C'est pour cette raison. Ça, c'est pour la déclaration des revenus. Il y a également un autre sujet, effectivement, en matière de fiscalité qui peut être créateur d'inégalités, c'est en cas de divorce. Alors déjà, il y a ce sujet de solidarité fiscale des époux, même lorsqu'ils ont divorcé, ce qui fait qu'on peut se retrouver à devoir éponger les dettes de celui ou celle qui aurait contracté des dettes sans même nous avoir mis au courant. Et dans les faits, ce que vous dites, c'est qu'on se rend compte que c'est plutôt des hommes qui contractent des dettes et qui ensuite les laissent à leurs épouses. Oui, alors, les modalités sont assez classiques. C'est dans 80% des cas, effectivement, ce sont des femmes qui sont solidaires sur le plan fiscal
de dettes fiscales contractées par un homme au cours du mariage, mais pour lesquelles elles sont redevables, y compris après leur séparation, et qui évidemment va les pénaliser, elles, sur le plan économique, parce que souvent ce sont des femmes qui ont à charge seuls les enfants et qui, parce que monsieur n'est pas forcément retrouvé, facilement par l'administration fiscale. Oui, on va chercher la personne la plus facile à retrouver. Exactement. Et ça, il faut qu'on le revoie. On l'a déjà revu dans le cadre du dernier du projet de loi de finances pour 2022. On a permis notamment à ce que les femmes soient moins facilement solidaires, notamment qu'on prenne en compte leur capacité à pouvoir éponger cette dette, comme vous le dites vous-même. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de femmes qui sont en difficulté sur ces points-là. Et donc, nous devons adresser spécifiquement des mesures de manière à faire en sorte que ces violences économiques, parce qu'il faut bien parler de cela, après une séparation, soient limitées et surtout ne ponctionnent pas des vies de femmes et de leurs enfants. Mais aujourd'hui, on peut déjà en faire une demande pour ne pas régler la dette si jamais il y a une disproportion trop grande entre la dette et les revenus. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un dispositif de disproportion marquée entre, d'une part, la dette et d'autre part, le revenu dont on dispose pour pouvoir faire face à cette dette fiscale. D'accord. Il faut également avoir été à jour également avec le règlement de ces impôts et être en effet séparés. Et au regard de cela, l'administration fiscale évalue pour voir si la disproportion marquée peut être retenue. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, elle est insuffisamment retenue pour diverses raisons et qu'il faut probablement que nous avancions notamment sur des modalités lorsque notamment il y a des violences conjugales qui sont avérées de manière à ce que des hommes qui auraient par ailleurs été violents au cours de leur vie conjugale soient bien identifiés par l'administration fiscale pour régler les dettes auxquelles ils doivent, eux, faire face. Dans le cadre du divorce toujours, alors ce que vous proposez, c'est de revoir la fiscalité des prestations compensatoires sur une période supérieure à 12 mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer effectivement le mécanisme actuel et ce qui ne va pas dans le mécanisme actuel ? Alors finalement, c'est assez simple. Vous vous rappelez peut-être des pensions alimentaires qui ont été revues en 2000 d'ailleurs précisément, et qui faisaient que parfois des hommes étaient tenus de verser des pensions effectivement à des ex-conjoints tout au long de leur vie. Parfois même ces dettes, cette pension était également transmissible aux héritiers. Le dispositif ne fonctionnait pas. Donc en 2000, le législateur est intervenu et a mis en place les prestations compensatoires, qui sont finalement un capital que le plus haut revenu verse à celui au moins au moins important revenu, de manière à réparer les disproportions au cours de la vie conjugale. Ce capital, selon les modalités de versement, il est imposable ou non à la femme qui le reçoit. Et c'est là où il y a une injustice. Lorsque ce capital est versé en moins d'1 an, il n'est pas imposable pour la femme qui le reçoit. Et lorsqu'il est versé au-delà d'1 an, jusqu'à 8 ans, la loi fixe un maximum de 8 ans, la femme, et je dis la femme parce que dans 80% des cas, parce qu'on revient sur ce qu'on a constaté tout à l'heure, effectivement, ça peut être effectivement des hommes, le revenu le moins important, et donc fiscalisé sur cette somme, ce qui est particulièrement injuste, puisque selon les modalités de versement, mais là, on parle juste de modalité de versement, c'est-à-dire de capacité à verser cette prestation compensatoire, c'est en une seule fois ou en plusieurs fois, et à lisser ça dans le temps. D'accord. Et au bout de 12 mois, la personne qui reçoit cette prestation compensatoire se voit adapter une fiscalité dessus. Exactement. Selon, en fait, ce qui a été décidé, si ce montant est versé en moins d'un an ou en plus d'1 an, il est ou non fiscalisé. Donc là, l'intention était bonne parce qu'il fallait notamment permettre à ceux qui versaient cette prestation compensatoire de pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt s'ils le versaient en moins d'1 an. Bien sûr. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 25% des personnes qui reçoivent la prestation compensatoire se voient fiscalisées sur un capital qui est finalement une réparation
et un capital et non pas un revenu mensuel qui pourrait être interprété comme un revenu. Donc finalement, ce qui a été fait dans le but d'être incitatif sur les moins de 12 mois dans un premier temps vis-à-vis de la personne qui verse se révèle un peu plus compliqué pour ceux qui ne rentrent pas dans ces cases-là et qui ensuite vont voir finalement la somme d'argent grévée par une fiscalité dessus. Exactement, c'est surtout infructueux et injuste. Et donc, il faut qu'on trouve un dispositif. Et donc, j'ai identifié des dispositifs fiscaux pour pouvoir y remédier. Et j'ai bon espoir qu'ils seront adoptés d'ici la fin de l'année 2022. Alors, on va en parler. 23, pardon. On va parler effectivement de la suite de cette loi. Alors, il y a d'autres choses que vous proposez dans cette proposition de loi. Il y a notamment augmenter les plafonds de déduction fiscale pour l'investissement dans l'économie réelle, car aujourd'hui, ils prennent en compte notamment les gardes d'enfants. Donc, effectivement, ça incite moins des personnes qui ont des enfants à charge à investir dans l'économie réelle si la déduction fiscale s'applique déjà sur ce qu'elles payent pour des gardes d'enfants. Il y a la reconnaissance des associations féministes, notamment pour pouvoir leur donner accès à certaines successions. Des sujets aussi de révision en matière de droit successoral. On n'a pas le temps de tout définir, de rentrer dans le détail de toutes ces propositions aujourd'hui. Globalement, quelles sont les prochaines étapes pour cette loi à quoi doit-on s'attendre vis-à-vis de cette proposition de loi ? Écoutez, cette proposition de loi a reçu un écho favorable de la part de la Première ministre qui, le 8 mars dernier, a annoncé notamment qu'elle souhaitait deux de ces mesures. En effet, celle du taux individualisé par défaut dont nous avons parlé, puis celui effectivement de reconnaître le travail mené par les associations féministes et de leur permettre en effet de pouvoir bénéficier de subventions et de pouvoir prétendre également à des appels à projets, donc c'est important. Nous allons, je pense, continuer à travailler également avec mes collègues parlementaires sur ce texte, mais je crois que tout cela va dans le bon sens et dans le sens de l'histoire, qui est celui de permettre aux femmes, effectivement, d'être reconnues sur le plan professionnel. C'est évidemment indispensable. On parle beaucoup aujourd'hui des inégalités salariales, mais il faut imaginer que les inégalités économiques entre les femmes et les hommes dépassent malheureusement le cadre professionnel et qu'il y a d'autres problématiques sur lesquelles il faut également qu'on agisse pour pouvoir résoudre et limiter ces inégalités économiques. Justement, je voulais revenir sur le chiffre du début. Donc 75% des femmes en couple hétérosexuel gagnent moins que leur conjoint, avec un écart moyen de 42%. La réponse, c'est pas juste une égalité salariale dans le cadre d'un emploi au sein d'une entreprise. Ce n'est qu'une partie de la réponse, c'est ce que vous nous dites. Je pense que c'est l'essentiel de la réponse, soyons clairs. Oui. C'est-à-dire sur les 22% d'inégalités de revenus entre les femmes et les hommes, les inégalités professionnelles et les inégalités salariales en constituent la majeure partie. Néanmoins, au cœur de ces inégalités économiques, il y a d'autres dispositifs, et notamment par exemple qu'à l'échelle d'un couple, et là rentrent en ligne de compte les enjeux fiscaux, et c'est ce qu'a montré notamment le FMI, c'est que de résoudre ces distorsions fiscales, ces inégalités sur le plan fiscal, va permettre également aux femmes d'intégrer pleinement le marché du travail, de peut-être limiter leur travail à temps partiel pour pouvoir pleinement bénéficier du fruit économique de leur travail. Donc évidemment, il y a aussi des négociations, on le sait, à l'intérieur d'un couple, des choix qui sont faits à hauteur de couple. Et le fait de permettre à chacun d'être un individu autonome sur le plan fiscal permet de faire ses choix, non pas à l'échelle d'un couple, mais à l'échelle de sa propre trajectoire professionnelle et économique. Et donc, in fine, en effet, ça permet de résorber les inégalités économiques. Très rapidement, comment peut-on faire en sorte aussi qu'au sein d'un couple, on se saisisse chacun de la même manière des sujets investissement, par exemple investissement dans l'économie réelle ou gestion de patrimoine, comme c'est la thématique de cette émission ? Je crois que la réalité, c'est que l'économie réelle, aujourd'hui, est en train d'innover et de nous apporter des innovations qui seront évidemment formidables à la fois à nous, hommes ou femmes, et cette innovation va répondre à des besoins, une diversité de besoins. Et si les femmes ne font pas partie du paysage de l'innovation et du financement de l'économie réelle, eh bien, évidemment, à la fois les entreprises qui innovent vont passer probablement à côté de propositions qu'elles pourraient proposer sur le marché, et puis à l'inverse, les femmes ne vont pas pouvoir bénéficier également d'investissements qu'elles pourraient réaliser. Donc c'est une importance capitale que les femmes se disent aussi qu'elles ont leur part à jouer sur le plan économique, qu'on les reconnaisse comme telles, et mesurer que les femmes représentent en France 52% de la population,
serait une folie que d'imaginer qu'on peut se passer du fruit de leur travail et de leur apport économique. Merci beaucoup Marie-Pierre Rixain d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes députée Renaissance de l'Essonne. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart. Merci.